Je ne suis pas un erreur. Chapitre 1. Je suis entrée dans la Trattoria Romano avec quelques minutes de retard. Volontairement, peut-être, ou simplement parce que quelque chose en moi refusait encore de se hâter pour ce qui n'était déjà plus une rencontre, mais une sorte de cérémonie tacite. Sans chercher à accrocher le moindre regard, j'ai glissé entre les tables baignées d'une lumière dorée, adoucie par les guirlandes suspendues au plafond comme des constellations apprivoisées. Et je n'ai pas sourcillé lorsque je les ai vus, déjà installés, déjà organisés autour d'un scénario qui ne m'appartenait plus. Margot trônait au centre, dans cette posture que je lui avais connue dès le premier jour. Le dos parfaitement droit, les mains posées sur son sac comme sur les accoudoirs d'un fauteuil royal, une reine de province qui n'avait jamais cessé d'y croire. À ses côtés, David se tenait comme un écuyer appliqué, prêt à saisir la moindre occasion de se rendre utile. Quant à Emma, la sœur toujours avalée par l'écran de son téléphone, elle leva les yeux un instant, juste assez pour signifier que ma présence était enregistrée. Pas davantage. Aucun ne se leva. Je les saluai d'un sourire poli, presque sincère, presque doux, et pris place. Je portais une robe bleue, simple, sobre, celle qui attendait depuis des mois au fond de mon armoire, celle dans laquelle je me reconnaissais encore, avant d'être l'épouse de David, avant de devenir un rôle plus qu'une personne. La robe sentait la gardénia, non pas réellement, mais dans ma mémoire. Et le parfum me ramena, soudain, à un soir d'été à Toulouse. J'avais 17 ans, ma mère m'avait enfin laissé aller à un concert dans le parc, et je portais une autre robe bleue, plus claire, plus naïve. C'était la dernière fois que je m'étais sentie pleinement à ma place, sans me demander ce que l'on attendait de moi. « Joyeux anniversaire, ma chérie », déclara Margot d'un ton si solennel qu'on aurait pu croire à une requiem plutôt qu'à un souhait. Sur la table, une bouteille de vin nous attendait, encore fermée. Il m'avait laissé l'illusion du geste inaugural. David fit sauter le bouchon trop vivement, comme pour prouver qu'il pouvait encore quelque chose. Le vin bouillonna à l'embouchure. Une goutte s'écrasa sur la nappe blanche et s'y étala comme une petite blessure. 35 ans. Un âge sérieux, dit Margot, une fois les verres remplis. Tu es encore jeune, bien sûr. Mais il faut savoir choisir maintenant. Où tu vas et avec qui? Je l'écoutais sans réagir. Ces mots étaient un écho presque parfait du dernier reproche de ma mère. Tu restes dans ta cuisine. Et les années passent, Jeanne. Pas de mari, pas d'enfant. Tu t'échappes encore de ta propre vie? Nous nous étions disputés ce jour-là. 3 semaines plus tard, elle n'était plus là. Et ses paroles, depuis, étaient devenues une cicatrice, invisible, mais profonde. Merci, murmurai-je en levant mon verre. Nous avons trinqué. Emma arrêta de taper un instant, puis replongea dans son écran. David sortit un petit paquet enveloppé de papier rose à papillons. C'est un cadeau de nous tous, dit-il. Margot a choisi l'emballage. J'ai défait le ruban avec lenteur. Le papier se froissait entre mes doigts comme un souvenir qu'on referme. Ces papillons, morphos je m'en souvenais, étaient exactement les mêmes que ceux du papier peint de ma chambre d'enfant, à Toulouse, quand mon père vivait encore avec nous, et que ma mère ne noyait pas encore son silence dans le vin. Dans la petite chemise transparente que je découvris, il y avait des documents, une signature d'avocat, des pages déjà marquées d'emplacement pour la mienne. Margot redressa à peine le menton. Nous avons pensé que c'était plus juste ainsi. David repoussa discrètement une mèche derrière son oreille. Je le vis serrer les dents. Il savait, lui aussi. Et plus élégant, ajouta-t-il, d'une voix trop légère pour être naturelle. Je pris la plume que nous avions achetée à Annecy, un week-end où nous avions ri comme si rien n'était sérieux, comme si l'avenir n'était qu'un mot encore vide. Première page. Signature. Deuxième page. Signature. Mon doigt tremblait juste assez pour me rappeler que j'étais vivante. Je refermai la chemise, la glissai vers David. Un geste simple, mais qui me donna l'impression de lui remettre non pas du papier, mais la dernière parcelle d'une version de moi qui n'existait plus. Un silence dense s'abattit. Même Emma releva la tête. Au loin, un saxophone s'éleva. Tony, le serveur, apportait un dessert. Il croisa mon regard, m'adressa un clin d'œil. Il avait tout compris avant eux. Et maintenant, dis-je en sortant une autre enveloppe de mon sac. Papier épais. Parfum de typographie. À l'intérieur, une copie d'offre d'emploi. Logo du Grand Plaza Hotel Lyon. Salaire. Logement. Début dans 2 semaines. C'est mon cadeau. Pour moi. Et pour vous. Il fallut un instant à Margot pour comprendre. Emma laissa tomber son téléphone. David ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je souris,
Un sourire faible, tranquille, un sourire qui me ressemblait enfin. Merci pour tout. Je me levai. Je laissai mon verre vide sur la nappe, et je partis, d'un pas léger, presque aérien, comme si je rentrais à la maison. Mais cette fois, c'était la mienne. Chapitre 2. Je me suis réveillée dans un silence complet. Pas un silence pesant, pas un silence hostile, mais celui qui s'installe quand les gestes anciens se sont tus, quand plus personne ne dépose un mot sur l'oreiller ou une tasse de café encore tiède sur la table de nuit. Il ne restait que l'odeur de la nuit, un mélange de sommeil figé, de rêves qui s'effacent, sans prévenir, et de ce frémissement léger des feuilles derrière les volets, comme si la ville essayait de me parler à voix basse, avec une pudeur presque tendre. Sur ma table de chevet se trouvait mon réveil mécanique. David s'en moquait. Tu fais vraiment grand-mère, Jeanne, tu as un téléphone, non? Mais j'aimais le petit clic régulier de l'aiguille, cette façon presque rassurante qu'a le temps de dire « Je continue, même si toi, tu n'oses plus avancer. » Je me suis assise. Mes pieds ont touché le parquet froid. Le froid a remonté mes jambes comme un rappel, discret mais ferme, que rien ne chauffe vraiment quand la présence manque, ni la maison, ni le cœur. L'installation électrique défaillait depuis 3 semaines déjà. David avait promis d'appeler quelqu'un. Il promettait beaucoup. Dans la cuisine, le vide m'attendait. Un vide banal, presque administratif. Un plan de travail propre, trop propre, un grille-pain en exil contre le mur, et sur la table une demi-pomme déjà brunie, abandonnée par David avant de partir. Le samedi, autrefois, nous déjeunions ensemble. Maintenant, c'était devenu un arrangement soumis à l'humeur du jour. J'ai mis l'eau à chauffer. J'ai ouvert ma boîte de tisane. Camomille, pour la paix intérieure, ce concept qui m'avait toujours semblé appartenir davantage au magazine qu'à ma vie. Parfois, j'avais l'impression d'être née avec une petite alarme dans la poitrine. Un signal discret, tenace, que personne n'avait su reconnaître dans mon enfance. Alors, on avait appelé ça du caractère. Sur le frigo était accroché un dessin d'enfant, un cadeau de mon neveu, le fils d'Emma. On m'y voyait avec une couronne et un gâteau gigantesque, et l'inscription hésitante « Reine de la cuisine ». J'avais laissé cette feuille. Peut-être parce que c'était le seul royaume où l'on m'avait accueilli sans condition. Le téléphone a sonné. Je sursautais, comme si le bruit venait d'un autre monde. « Bonjour, Madame Valois. Ici Jessica Martinez du Grand Plaza Hotel. Je savais que ce coup de fil pouvait arriver. Je l'espérais même dans cette zone fragile où l'espoir ressemble à la superstition. Mais je n'y croyais pas. Qui rappelle une femme de 35 ans dont le CV dit serveuse, plus souvent que qualifiée? Qui devine, derrière des lignes trop sobres, qu'un être humain se tient là, tenaillé par le désir de recommencer? Jessica. Elle, oui. Elle m'a parlé près de 10 minutes, avec une bienveillance calme, presque professionnelle. Puis j'ai raccroché, et je suis restée immobile, les yeux tournés vers la fenêtre. Dehors, la rue continuait sa vie de samedi. Les paniers du marché se remplissaient de légumes. Les chiens entraînaient leur maître. La boulangerie gonflait son parfum de pain chaud comme une invitation à se sentir encore un peu vivante. Je me suis assise, très droite, très silencieuse, et j'ai su immédiatement que je n'en parlerais pas à David, encore moins à Margot. À midi, j'ai ouvert mon armoire. Pas pour choisir une tenue, pas vraiment, mais comme on feuillette sa propre histoire. Page après page, tissu après tissu. La robe de Venise, la jupe que maman désapprouvait. Trop moulante, le jean dans lequel je m'étais écorché les genoux devant la maison de ma grand-mère. Et puis, au centre, comme une respiration bleue. La robe, celle-là même dans laquelle j'avais chanté au karaoké avec mes amis. La dernière fois où j'avais ri sans réfléchir, sans m'excuser, sans me dire qu'il fallait redevenir quelqu'un de plus calme, de plus raisonnable, de plus conforme. Cette robe avait gardé la trace de celle que j'étais avant. Je l'ai prise. J'ai sorti mon petit clutch noir, discret à l'extérieur, mais doublé de bleu éclatant, bleu secret, bleu désir, bleu moi. J'avais longtemps gardé cette couleur cachée parce qu'on me disait « Trop voyante, Jeanne ». Pas aujourd'hui. J'ai repris le convoi blanc, cette enveloppe dans laquelle se tenait peut-être toute une autre vie. Je relus la lettre, mot par mot, comme si chaque chiffre pouvait encore s'évader. 45 000 €, logement à proximité, prise de poste dans 2 semaines. Je me suis arrêtée sur cette dernière phrase. Elle vibrait comme une promesse qu'on ne sait plus comment accepter. Dans l'entrée, devant le miroir,
La lumière tremblait un peu. Une ampoule fatiguée? Ou peut-être simplement le reflet d'une femme qui change. Mon reflet me regardait. Une femme dans une robe bleue, des yeux qui avaient appris la peur, des épaules qui portaient trop de saisons sans repos. J'ai inspiré profondément. Ma colonne s'est redressée, lentement, comme si elle se souvenait de ce que c'était que l'équilibre. J'étais calme, éreintée, oui, mais entière, pas brisée. Chapitre 3, le matin où tout a vraiment commencé, était d'une banalité presque suspecte. J'irais même jusqu'à dire étonnamment banal. Rien ne le distinguait des autres. La bouilloire, les gouttes d'astes de pluie sur le rebord de la fenêtre, les voisins du dessus qui écoutaient les informations trop fort, et la rue que j'apercevais depuis la cuisine, comme un fragment d'un vieux film qui tourne en boucle. Je suis entrée pieds nus, et je me suis figée. Margot était assise à la table, en peignoir, dans ma cuisine, dans mon matin. Pareil à un fantôme tout droit sorti d'un manuel de bonne manière d'un autre siècle. Je ne sais pas ce qui m'a le plus déstabilisée, sa présence ou la facilité avec laquelle elle s'y trouvait, comme si la cuisine lui avait toujours appartenu, et que moi, je n'en étais que l'occupante provisoire. « Bonjour Jeanne », dit-elle, avec une voix visqueuse, sucrée comme un café trop longuement réchauffé. « Je n'ai pas voulu te réveiller. David est parti tôt et m'a laissé la clé. »« Charmant », murmurai-je. J'ai ouvert un placard, pris une tasse, puis me suis retournée, et c'est là que je l'ai vue. L'enveloppe, rose, avec des papillons. Oui, exactement celle qui, plus tard, se retrouverait entre mes mains le soir de mon anniversaire. Maintenant, elle reposait simplement là, sur la table, comme une bombe enveloppée dans du papier cadeau. « C'est pour toi », dit Margot avec un sourire doux amer. Je ne l'ai pas touchée, je me suis assise, comme si tout cela faisait partie d'un jeu où le premier qui trahit son émotion perd. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est fendu, très légèrement, un son presque inaudible. Quand j'étais petite, j'entendais tout, même ce que je n'aurais jamais dû entendre. Ma mère me disait souvent que j'étais trop sensible. Ce n'était pas un compliment, c'était un reproche. « Tu ressens tout, Jeanne, c'est anormal. Il faut être plus simple, regarde-moi. » Et ensuite venaient ces émotions à elle, versées dans mes petites mains, comme dans un bol trop fragile pour les contenir. Puis elle se servait un verre de vin, juste un petit, et elle commençait à raconter à quel point mon père avait été un égoïste, un lâche, un salaud. J'avais honte, pas pour lui, pour moi, pour ce que nous étions devenus dans ces récits, un duo d'abandonnés, une famille déchirée qu'elle me décrivait avec une précision presque cruelle. Il est parti quand j'avais 8 ans. Un soir, il n'est simplement pas rentré. Maman a d'abord dit qu'il était en déplacement, puis qu'il avait changé de pays. Ensuite, qu'il n'existait plus, d'aucune manière. Je posais des questions, d'abord à voix haute, puis en silence, sur l'oreiller, au plafond, au ciel. Une fois même, je suis entrée dans une église, alors que je n'étais même pas baptisée. Juste pour essayer, le prêtre m'a dit « Prie pour qu'il trouve son chemin ». Et moi je pensais « Si seulement quelqu'un me montrait le mien… » Puis j'ai cessé d'attendre, ou presque. Et pourtant, longtemps, chaque appel d'un numéro inconnu me faisait tressaillir. Margot me regardait en silence. Elle buvait du café dans ma tasse, celle avec les fraises. Je sus qu'elle l'avait choisie exprès. C'était celle que j'avais achetée le jour où j'avais appris que j'étais enceinte. Avant que tout s'effondre, je voulais lui dire de la reposer. Je voulais lui dire de partir, de disparaître. Mais ce qui sortit fut « Et c'est… pour quelle occasion ?» dis-je en désignant l'enveloppe. Margot sourit, un sourire poli, calculé, presque tendre. « Oh, c'est une petite surprise, mais ne t'en fais pas, tout est organisé. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. » La phrase sonnait comme une publicité pour un shampoing. Mais je savais déjà que, dans son langage, « tu mérites » signifiait « tu auras ce que j'ai décidé pour toi ». Je quittai la cuisine sans toucher à mon thé. Dans la salle de bain, je restai longtemps sous la douche. L'eau brûlante coulait, mais en moi, c'était glacé. Ce froid-là, je le connaissais. Il était venu me visiter le jour où on m'avait annoncé le diagnostic, le jour où j'avais perdu l'enfant, le jour où maman était morte. Un froid tranchant, enveloppé dans une routine banale. Un froid qui serre la cage thoracique, mais ne laisse pas de place aux larmes. Ou peut-être que les larmes, elles, avaient déserté. Je me souviens d'une infirmière à l'hôpital qui m'avait dit « Tu es jeune, tu as l'avenir devant toi ». Et j'avais eu envie de hurler.
Il n'y a rien devant, rien, seulement un vide. Mais je m'étais tue. Je me taisais toujours, parce qu'être compliqué, c'est être coupable. Et je ne voulais surtout pas devenir comme ma mère. Chapitre 4. Ce matin-là, je suis partie de la maison plus tôt que d'habitude. J'ai dit que j'avais des choses à faire, mais en vérité, je marchais simplement dans la ville, laissant mes pas me guider. Je regardais les vitrines, achetais une pâtisserie sans avoir faim, tentant de me sentir dans l'instant et non dans un piège qui se referme. Et pourtant, derrière chaque geste revenait la même question. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Qu'a-t-elle préparé? L'intuition est étrange. Elle ne hurle jamais. Elle murmure seulement « Prépare-toi ». Arrivée au Romano plus tôt que prévu, je suis passée par la cuisine. Maria, comme toujours avec son tablier et un peu de farine sur la joue, m'a saluée. « Aujourd'hui, tu as l'air de la statue de la liberté, toute concentrée, toute droite. » Je lui ai souri. Elle avait ce talent rare, dire une bêtise qui réchauffe plus qu'un compliment. « Et Tony dit que tu ressembles à Miss France. » Elle leva un doigt, très sérieuse. « Et lui, il est difficile. Il est amoureux de Laetitia, la boulangère, mais il dit que toi, tu es la meilleure parmi les adultes. » « La meilleure parmi les adultes ?» répétai-je en riant. « Oui, parmi ceux qui paient des impôts et ne portent plus de baskets lumineuses. » J'ai soufflé. Ces petits moments me sauvaient plus que je ne voulais l'admettre. Puis il y eut le restaurant, l'enveloppe. Et moi, dans ma robe bleue. Étonnamment, je n'avais pas peur. Je n'étais pas en colère. J'étais simplement prête. Parfois, j'ai l'impression que mon enfance ne vit pas dans ma mémoire, mais dans une vieille salière au couvercle ébréché que ma mère refusait de jeter. Chez nous, tout avait ce goût étrange. Trop salé, jamais vraiment sucré. Tout était sur le fil, toujours un peu trop. Un monde où l'on se fatigue si vite que même la joie n'a plus la force d'éclater. Je suis grandie dans un petit appartement à Toulouse, au dernier étage d'une maison aux volets écaillés. Nos fenêtres donnaient sur une cour où, le dimanche, l'air sentait le charbon et le poulet rôti. Ma mère disait que l'odeur de la nourriture des autres était un signe de pauvreté. Alors j'ai conclu, très logiquement, que nous étions très pauvres, parce que j'adorais sentir la pomme de terre grillée chez les voisins. Ma mère était compliquée. Une belle voix, des doigts fins et une sensibilité à vif. Elle pouvait pleurer si un chien était abandonné dans un film, mais me hurler dessus pour un parapluie oublié. Elle préparait le meilleur bouillon du quartier et pouvait passer une semaine à ne manger que des yaourts parce que elle n'avait pas d'appétit. Je l'aimais. Mais souvent, avec pitié. Et c'est l'amour le plus dangereux. Elle disait que j'étais trop douce, puis que je devais être plus féminine, puis plus dure, que je ne savais pas me défendre. Je n'étais jamais exactement ce qu'elle voulait, ni le ton, ni le poids, ni le tempérament. Seuls quelques soirs, souvent après un verre de trop, elle murmurait « Jeanne, tu es tout ce que j'ai, mais, par pitié, ne vis pas ma vie. » Alors j'essayais, de toutes mes forces. Chapitre 5. Quand j'avais 15 ans, je rêvais d'ouvrir mon propre café. Un minuscule endroit à l'angle d'une rue tranquille, avec des rideaux jaunes qui filtreraient la lumière du matin et des muffins alignés dans la vitrine comme des promesses de douceur. Je faisais des croquis, j'inventais des menus, je découpais des recettes dans les magazines. Dans un vieil album, il y a encore cette page où j'avais écrit le nom, chez Jeanne, le sourire en dessert. Le slogan était de moi. De la naïveté enfantine, sans doute. Ou de l'espoir, ce qui revient presque au même. Ma mère avait simplement dit « C'est joli, ma chérie, mais la vie n'est pas un conte. L'argent, les papiers, les gens, les taxes, tu ne tiendras pas. » Alors j'ai plié la feuille en deux, puis encore en deux, et je l'ai glissée dans un tiroir. Où elle est restée. Jusqu'à ce qu'un jour... Mais non, cela viendrait plus tard. Je suis partie pour Paris 6 mois après les funérailles. Maman est morte sur la route, en revenant d'un petit boulot de nuit. Un taxi, un feu rouge, un souffle de trop, et tout s'est arrêté. Nous n'étions pas fâchés. Nous n'étions pas réconciliés non plus. Nous étions dans cet entre-deux dangereux où les mots à dire restent coincés, et où le regret peut durer toute une vie. Le plus terrible, c'est cela. Ne pas avoir le temps de dire « je te comprends », au moins un peu. Je n'avais rien devant moi. Pas de plan, pas de réseau. Seulement une valise, un vieux ordinateur portable, une allergie persistante aux roses et mes fragilités. Celles qui me suivaient depuis l'enfance.
J'ai loué un coin de salon chez une ancienne camarade du lycée, puis trouvé un poste de serveuse dans un café. Plus tard, j'ai été embauchée au Romano. Ils cherchaient une fille avec du charme et de l'amour pour les gens. Je craignais les gens, mais j'ai dit que je les aimais. Romano m'a cru. Dès le premier jour, j'ai senti que cet endroit n'était pas seulement un travail. C'était un rythme, un souffle. Le vacarme de la cuisine, le rire des habitués, les plaisanteries absurdes de Tony, le cappuccino que je buvais en marchant et cette phrase qu'on me répétait souvent. Vous êtes la lumière du restaurant. Maria m'apprenait à cuire les pâtes comme il faut. Al dente avec de l'âme. Elle disait toujours « La nourriture soigne, surtout quand personne ne t'écoute, mais qu'au moins tu as mangé. » Alors je mangeais, j'écoutais, je me taisais. Et un jour, j'ai commencé à m'entendre moi-même. On me demande parfois « Pourquoi ne pas être partie plus tôt ?» Parce que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait de quelque chose, que je n'étais pas tout à fait prête, que si je restais, si j'attendais encore un peu, le bonheur finirait par arriver. Comme un bus qui apparaît au coin de la rue. Quand on ne cligne pas des yeux, puis j'ai cligné des yeux, et tout a changé. L'amour, c'est quand tu souris même sous la pluie battante. Extrait de mon journal 2011. Nous nous sommes rencontrés au printemps, évidemment. Comment pourrait-il en être autrement quand on vit à Paris, qu'on se débat avec la vie et qu'on écoute Aznavour le soir? Les rencontres qui comptent refusent l'hiver. Elles choisissent avril ou mai, sinon elles ne naissent pas. À l'époque, cela faisait seulement 2 mois que je travaillais au Romano. J'étais encore timide, je confondais les numéros de table, et j'avais l'impression qu'offrir un dessert aux clients revenait à leur faire une déclaration personnelle. David était venu déjeuner avec des collègues. Chemise gris clair, sac à dos d'adolescent studieux, et assurance tranquille de celui qui sait ce qu'il va commander avant même de s'asseoir. Le plat du jour, de l'eau plate et... Il a levé les yeux. « Qu'est-ce que vous me conseilleriez ?» J'ai répondu la première chose qui m'est venue, les pâtes aux artichauts. Elles sont sous-estimées, un peu comme moi. Il a ri, j'ai rougi. Ses collègues ont fait semblant de n'avoir rien entendu, mais l'un d'eux m'a discrètement adressé un clin d'œil près du comptoir. Nous avons commencé à sortir ensemble 1 semaine plus tard. Pas parce que ça a fait des étincelles, mais parce que c'était simple, doux et léger. Il n'était pas bruyant, pas envahissant. Je ne vérifiais pas mon téléphone 20 fois par heure, je ne répétais pas mes phrases devant le miroir. Nous nous asseyions sur un banc au bord de la Seine, mangeant une glace en parlant de nos enfances. Chez lui non plus, tout n'avait pas été rose. Ses parents avaient divorcé quand il avait 10 ans. Il était resté avec sa mère. Oui, avec Marjorie, celle-là même. Mais à l'époque, disait-il, elle était différente, plus chaleureuse. Il disait « Elle s'est refermée après mon père. Elle se protège. » Je n'y avais pas prêté attention. Je n'aurais jamais dû. Chapitre 6. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je suis restée longtemps à regarder le test. Non pas parce que je doutais du résultat, mais parce que je ne me souvenais plus très bien à quoi ressemblait le bonheur. Et je ne voulais pas me tromper en l'appelant trop tôt. Nous ne l'avions pas prévu, et pourtant David semblait plus heureux que moi encore. « Ce sera une fille, je le sens », dit-il en posant sa main sur mon ventre qui, à ce moment-là, n'avait même pas commencé à s'arrondir. « Et comment tu peux en être sûre ? Parce qu'il y a toujours eu en toi quelque chose de doux et de chaud. Et maintenant, il y en a simplement un peu plus. » Cette phrase m'a traversée comme une caresse qui brûle. Belle, mais inquiétante. Je lui ai souri malgré tout. Plus tard, j'ai acheté une paire de minuscules chaussons dans la pharmacie du coin. Ils étaient roses. Moi qui avais toujours détesté le rose, je l'ai soudain trouvé couleur d'espérance. Nous avons perdu l'enfant à la 16e semaine. Sans faute, sans cause précise, sans responsabilité à assigner. Simplement, ainsi. Et parfois, ainsi est déjà une réponse. Je me souviens du plafond de la chambre d'hôpital, de sa blancheur lézardée par la chaleur écrasante. Je me souviens de la voix douce de l'infirmière murmurant « Madame, il faut laisser partir. » Mais comment peut-on laisser partir ce que l'on n'a même pas eu le temps de tenir dans ses bras? Après cela, tout est devenu plus silencieux. Nous étions toujours ensemble, nous nous enlacions encore, nous faisions la cuisine, nous regardions des films, mais entre nous s'était installé quelqu'un d'autre. Le silence. Un silence qui s'asseyait à table avec nous, qui se glissait entre les oreillers, qui respirait contre nos nuques. Nous ne nous disputions pas, nous ne nous accusions pas. Nous avons simplement commencé à nous éloigner, sans même quitter nos chaises. Chacun serrant sa douleur comme un animal blessé.
Je revois parfois un soir. Nous buvions du vin dans la cuisine. Il pleuvait fort, dehors. Il m'a dit « Je pensais qu'on serait heureux, qu'on y arriverait. » « On y est arrivé, ai-je répondu. « Juste pas pour longtemps. » Il n'a rien dit. Il a seulement pris ma main et l'a portée contre sa joue. J'ai senti ses larmes, silencieuses, presque invisibles. Et j'ai éprouvé cette sensation étrange. Un mélange de tendresse, de tristesse et d'une douleur calme, comme si j'étais en train de pleurer à travers lui. Marjorie a commencé à occuper notre vie un peu plus tard. D'abord avec discrétion, comme si elle observait de loin. Puis elle s'est rapprochée, inchangée dans son élégance, mais avec cette présence tenace des ombres qui s'allongent dans une ruelle sombre au crépuscule. Vous ne savez pas encore ce qu'elles veulent, mais vous savez déjà qu'elles n'annoncent rien de bon. Les dîners imposés, les conseils, les opinions présentées comme des vérités. Et surtout sa phrase préférée, « Je veux simplement que David ait une femme digne de lui à ses côtés. » Là, au début, j'ai essayé de correspondre, sincèrement. J'achetais les blouses qu'elle conseillait. Je me taisais quand elle affirmait que mon travail au Romano n'était pas une vraie profession. J'encaissais quand elle me demandait de ne pas mettre les couteaux pointant haut dans l'égouttoir, parce que c'est dangereux et typiquement négligent. Et puis, il y a eu ce jour où elle est entrée sans prévenir. J'étais encore en peignoir. Elle m'a lancé « J'espère que tu n'accueilles pas les amis de David comme ça. » J'ai voulu répondre quelque chose de juste, de clair, de définitif, mais je n'ai rien dit. Parce que dans les yeux de David, il venait justement d'arriver derrière elle, il y avait une expression que je n'avais encore jamais vue, un mélange de gêne, de demande de pardon et de fatigue. Et j'ai compris. Il ne savait plus lui-même de quel côté il devait se tenir. Je me souviens du dernier jour où nous avons ri ensemble, vraiment ri, sans retenue. C'était pour une bêtise. Nous cherchions les clés de la voiture. J'avais retourné tout l'appartement. Il les a trouvées dans le congélateur. J'ai dit « C'est sûrement un signe, une invitation à partir en vacances dans les Alpes. » Il a éclaté de rire si fort qu'il en a failli s'étouffer, et moi, entraînée par lui, j'ai ri aussi. Ensuite, nous avons mangé des pâtes al dente selon la recette de Maria. Et juste l'espace d'un instant, j'ai cru que nous avions encore une chance. Mais les pâtes sont finies. Le rire aussi. Et ensuite, il y a eu la préparation de mon anniversaire. Un jour censé m'appartenir. Un jour qui finalement est devenu leur mise en scène finale. Parfois, je me dis que l'amour n'est pas ce qu'on vit au début. C'est ce qui reste à la fin. Et ce qu'il restait pour nous, c'était le silence. Et une enveloppe rose ornée de papillons. Pourtant, je garde en moi la certitude que tout avait été vrai. Même si ce fut bref. Enfiler le manteau de quelqu'un d'autre ne fait pas de vous une autre personne, surtout quand les manches sont trop courtes. Kia, extrait de mon journal, hiver 2021. Quand j'ai décidé de me ressaisir, j'ai commencé par les chaussures. Je croyais qu'en achetant des escarpins à bout pointu, tout allait changer. Que je deviendrais l'une de ces femmes qui font résonner leurs talons dans le métro, corrigent leurs lunettes d'un geste assuré pendant un entretien et organisent leur vie dans des tableaux Excel. J'étais persuadée alors qu'il suffisait de cesser d'être moi-même pour que tout commence enfin à bien aller. Chapitre 7. J'avais demandé quelques jours de congé au Romano. J'avais supplié Maria en lui expliquant que le moment était venu d'évoluer. Elle m'avait lancé un regard faussement sévère et avait répondu « Évolue, ma petite, mais ne te déchire pas en chemin. » J'avais ri, bien sûr, mais au fond de moi, j'étais déjà en train de m'armer. Cette fois, ce serait sérieux. Je préparais mon CV avec un soin maniaque. Sur la photo de profil, je m'efforçais d'afficher un sourire professionnel, qui, dans mon cas, ressemblait davantage à quelqu'un qui tente d'étouffer une toux. Je téléchargeai un modèle de lettre de motivation et en écrivis 5 versions successives, chaque fois plus courtes, plus abruptes, plus nues. La dernière tenait presque du murmure. Je suis fiable, travailleuse, j'apprends vite et j'aime les gens. Accordez-moi une chance. Mon premier entretien se tenait à La Défense, le quartier de verre et de béton où les silhouettes marchent d'un pas rapide, écouteurs vissés à une oreille, regard fixé sur un horizon invisible. J'arrivais 40 minutes en avance et passais ce temps à contempler la ville depuis la fenêtre des toilettes, où je m'étais réfugiée pour calmer ma respiration. Une jeune femme aux ongles vernis d'un rouge improbable vint m'accueillir. Elle ressemblait à un mannequin arraché à la couverture d'un magazine sur la réussite. Mais une réussite sans souffle, sans âme.
Elle s'appelait Sandrine. Vous avez, de l'expérience en restauration, dit-elle comme si je venais d'avouer avoir été cascadeuse dans un cimetière. Oui, 7 ans. Gestion d'équipe, service, relations clients. Ici, le contact client compte, évidemment, mais nous cherchons un profil plus analytique. Vous maîtrisez Excel ? Seulement au niveau « je te crains, mais je fais de mon mieux ». Elle ne sourit même pas. Et moi, je me sentis soudain comme une pomme de terre échouée dans un panier de fruits exotiques. Ce fut la même chose à Boulogne-Billancourt et à Nanterre, et dans 3 entreprises dont je n'ai jamais retenu le nom. Tous les entretiens finirent par se confondre. Bureau gris, café tiède dans un gobelet en plastique, formule polie de désolation. On me répéta « Vous avez un charme fou, mais… Votre empathie est remarquable, mais… Nous sommes désolés, mais… 47 mais… » Je les comptais comme on compte les vagues lors d'une tempête. Je décidai alors d'étudier. Cours du soir à l'IUT Paris-Cité. Ressources humaines, marketing, communication. Retour au cahier, aux salles rococoques, aux salles trop éclairées, à l'impression étrange de revenir à une vie que j'avais quittée depuis longtemps. J'avais 34 ans et j'étais assise à côté d'une jeune fille de 20 ans, Lina, qui murmurait entre 2 textos qu'elle ne savait pas encore si elle voulait vraiment travailler dans la vie. J'ai tenu bon. J'ai rendu tous mes devoirs. Et j'ai obtenu mon certificat avec mention. On me l'a remis en soufflant. Bravo. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver quelqu'un qui voudra bien vous donner votre chance. Trouvez quelqu'un. Quelqu'un comme un miracle, comme une permission, comme une aumône déposée dans la main d'une mendiante. J'étais épuisée d'attendre. À la maison, le silence continuait de s'épaissir comme une buée froide. David rentrait de plus en plus tard. Il s'asseyait devant l'écran, absent, lointain. Un soir, je lui montrai mon certificat. Il leva les yeux et dit « Génial ! Dans mon service, on a une fille avec un MBA qui n'arrive même pas à faire un tableau correctement. » J'ai souri, pas par amusement, par réflexe, parce que c'était tout ce qu'il me restait à offrir. Marjorie, elle, appelait presque tous les jours. Alors, des réponses ? Ne te précipite pas sur le premier poste venu. Et surtout, pas de retour à ces manies de serveuse. Tu es la femme de David maintenant. Un jour, j'ai osé demander « Et si je ne veux plus être simplement la femme de David ?» Elle a répondu sans hésiter « Ma chère, c'est une illusion. On ne choisit pas ce qu'on devient. La vie décide pour nous. » Je n'ai rien répondu. Mais au fond de moi, une voix a murmuré « Et si la vie, c'était moi ? Qu'est-ce qu'on fait alors ?» L'argent fondait comme neige sale. J'ai annulé mes abonnements. J'ai commencé à acheter des produits étiquetés de jaune. Parfois, je prenais des extras au Romano. Les week-ends. En secret. David pensait que j'étais chez une amie. L'amie pensait que j'étais chez moi. Et moi, j'étais au Romano. Derrière le bar. Dans le bruit. Dans les odeurs. Dans la vérité. À ma place. Et dans ces quelques heures volées, je respirais. Je ne vivais pas encore. Mais je respirais. Chapitre 8. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ouvris ma boîte mail. Toujours aucune réponse. Alors je descendis à la cuisine, pris le pot de confiture de figues, celle que David prétendait ne pas aimer mais finissait toujours par terminer. En tartinai une bonne cuillerée sur un morceau de baguette et m'installai près de la fenêtre. Dehors, la pluie bouillonnait dans les flaques sous la lumière tremblante des vieux lampadaires. Et je me surpris à penser « Et si je ne voulais plus être comme il faut ? Et si je voulais simplement être ?» Cette nuit-là, j'ai ressorti mon journal. J'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit, d'une écriture ample, presque enfantine. « Jeanne, tu vas y arriver. Le bonheur, ce n'est pas quand on te félicite. C'est quand quelqu'un croit en toi, même quand toi, tu n'y crois plus. » Griffonné par Maria sur une serviette. Je suis retournée au Romano avec la sensation de revenir non pas au travail, mais dans un abri après un bombardement. Là-bas, personne ne posait de questions inutiles. Personne ne me demandait comment s'était passé l'entretien. Personne n'essayait de m'expliquer comment fonctionne le marché du travail. Ils m'ont simplement dit « Viens sur ton poste, service à 9 heures. Et garde un œil sur Tony, aujourd'hui il rame. » J'ai pris ma place. Et j'ai respiré. Signor Romano faisait partie de ces hommes qu'on ne peut imaginer jeunes. Il devait être né avec ce même tablier, ses sourcils trop expressifs, et ce visage où se mêlèrent la rigueur, la tendresse et une fatigue douce à notre égard. « Tu es revenu ?» dit-il sans lever les yeux de ses factures. « Temporairement, répondis-je.
Il fit un geste vague, de la main. Tout le monde revient. L'important, c'est d'avoir de bonnes chaussures. Le sol glisse quand l'âme traîne ailleurs. C'était, je crois, sa manière de dire « Je suis content de te revoir ». Maria, cœur brûlant de la cuisine, femme capable de sauver un service entier rien qu'avec une louche et un soupir, me prit dans ses bras comme si j'avais survécu à un naufrage. « Voilà notre Jeanne !» s'exclama-t-elle. « Je commençais à croire que tu étais entrée au couvent. Sérieusement, fille, sans toi je m'ennuie au point de discuter avec la soupe. » J'ai souri, et j'ai senti les larmes monter. Mais je suis restée droite. J'avais appris depuis longtemps à pleurer vers l'intérieur. Tony surgit 10 minutes plus tard, débordant d'énergie. « Tu es vraiment de retour? Alors je peux t'apprendre les nouveaux danses TikTok ?»« Non, Tony. Et si d'abord j'apprends à porter les verres correctement ?»« Dans ce cas, peut-être. » Il leva les bras en signe de victoire, comme s'il venait de remporter les Jeux Olympiques, et repartit vers la salle avec un enthousiasme tel qu'on aurait pu croire qu'il apportait non pas de l'eau, mais l'avenir de la France. Au Romano, le temps ne se mesurait pas en minutes, mais en parfums. Le café signifiait le matin, le romarin, le déjeuner, l'aile brûlée, que Tony pensait encore à Laetitia de la boulangerie. Là-bas, je n'étais ni un CV, ni une épouse, ni un projet à améliorer. J'étais simplement Jeanne. Parfois, la fille aux artichauts. Parfois, celle qui retire la casserole juste avant que ça brûle. Parfois encore, celle qui sourit derrière le comptoir, non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'elle le peut. Et la maison? La maison était devenue silencieuse et froide, comme une salle d'attente de dispensaire. David rentrait de plus en plus tard, parfois épuisé, parfois poli jusqu'à la distance. Il ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Il disait « Je t'ai laissé des pâtes, sans sauce. Tu vas dire que j'ai trop salé ?» Je ne disais rien, je mangeais en silence. Comme si la nourriture servait simplement à assurer le fonctionnement de base, et plus à nourrir quoi que ce soit de vivant. Au dîner de famille, on me corrigeait. « Jeanne, ne tiens pas ta fourchette ainsi, » disait Marjorie. « Tu devrais essayer une chemise avec col, sa structure, » conseillait Emma. « Une femme doit être, composée, » ajoutait David, convaincu de m'avoir offert un compliment. Je souriais, j'acquiesçais, et je pensais composée comme une armoire, fermée, pratique, silencieuse. Chapitre 9. La nuit, je ne dormais presque plus. J'éditais mon CV encore et encore. Je relisais mon journal. Sur une page, j'avais écrit « Je voudrais que quelqu'un me prenne dans ses bras non parce que je suis jolie, intelligente ou utile, mais simplement parce que je suis moi. » Sur une autre, aujourd'hui Maria a dit « Tu es comme une brioche à la cannelle. Tout le monde te croit douce, mais à l'intérieur, ça pique fort. » J'ai ri doucement dans l'oreiller parce que soudain, j'ai senti un frémissement que je n'avais plus senti depuis longtemps, l'envie de vivre. Un jour, entre deux services, j'étais assise dans la cour arrière du Romano, avec un café et un morceau de baguette. Signor Romano est passé, s'est arrêté, m'a observé un instant, puis a dit « Tu sais que tes yeux ont changé ? Comment ça ? Comme ceux de quelqu'un qui a déjà sombré, mais qui est remonté. » Je n'ai rien répondu. Mais cette phrase s'est incrustée en moi comme une vérité ancienne qu'on retrouve par accident. Cette nuit-là encore, je n'ai pas dormi. Je ne pensais ni à David, ni à Marjorie. Je pensais à ce moment, invisible mais décisif, où un matin on se réveille et l'on se dit « Je suis vivante ». Malgré tout, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit « Je suis une brioche à la cannelle, parfumée, chaude, et je ne laisserai plus personne me transformer en biscotte. » Parfois, l'espoir sonne comme une simple sonnerie de téléphone. L'important, c'est d'avoir le réflexe d'appuyer sur « Répondre ». Journal, printemps 2022. C'était un mardi comme les autres, identique au lundi, sauf qu'on était d'un jour plus proche du vendredi, sans pour autant que ce soit une raison suffisante pour s'en réjouir. Debout dans la cuisine, je buvais un café de la veille et observais, à travers la fenêtre, les voisins d'en face. Au 4e étage, Madame Lemoine secouait son tapis comme si c'était un acte de résistance politique. Au 2e, un jeune homme aux dreadlocks semblait avoir décidé de lancer une carrière de DJ à 9h du matin. Ses enceintes crachaient autant qu'elles jouaient. Je me suis dit « Et si moi aussi je me choisissais une lubie improbable ? Collectionner les serviettes en papier des cafés. Ou apprendre l'espéranto. N'importe quoi du moment que je cesse d'avoir l'impression de vivre le même jour, emballé différemment. » C'est alors que le téléphone a sonné. Numéro inconnu, pays, France. Déjà un progrès. J'ai failli ne pas décrocher. Failli,
puis mon doigt a glissé de lui-même sur le bouton vert. Bonjour, Madame Valois. Voix féminine, professionnelle, mais vivante, ce qui, dans ce monde, est presque une exception. Oui, c'est moi. Je suis Jessica Martinez, du service RH du Grand Plaza Hôtel à Lyon. Nous avons reçu votre CV. Je l'écoutais, et quelque chose en moi, lentement, comme si quelqu'un remontait le mécanisme d'une ancienne boîte à musique, a commencé à produire un son oublié, une note de joie, ou d'espoir, ou de stupéfaction. Jessica poursuivait. Nous pensons que votre expérience dans le service est unique. Nous cherchons quelqu'un avec une approche humaine, vivante, pas seulement des chiffres. Nous proposons 45 000 € par an, un logement à proximité, une assurance santé et une formation interne. Vous pourriez commencer dans 2 semaines ? Je n'ai pas immédiatement répondu, parce qu'au même moment, Madame Lemoine a laissé tomber son tapis. Et dans ma tête, il y a eu un clic très net. Le monde venait de bouger. Oui, je peux. Enfin, oui, bien sûr, c'est inattendu. Les bonnes choses le sont souvent, dit Jessica. Et dans sa voix, j'ai entendu quelque chose de rare, une véritable souriante. Pas une souriante d'entreprise, une souriante qui vous choisit. Chapitre 10. Après l'appel, je suis restée longtemps assise dans la cuisine, comme après un accident. Sauf que cette fois, c'était un accident avec un signe plus. Le café avait refroidi. Mon cœur, lui, s'était réchauffé. J'ai pris une feuille et commencé à écrire. Logement à Lyon, salaire, quitter Romano, nouveau départ. Enfin, du mouvement. Je n'ai pas noté les inconvénients. Pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que je n'en voulais pas. Pas ce jour-là. Je ne voulais ni gâcher ce moment, ni examiner ma résolution comme si elle pouvait encore être annulée. L'appartement était vide. David était parti à une réunion. Marjorie, sans doute à l'une de ses tournées de contrôle des vies d'autrui. Je suis restée seule. Avec moi-même. J'ai traversé l'appartement, suis entrée dans la chambre, ai ouvert l'armoire, j'ai regardé la valise, grise, un peu usée, avec l'autocollant I Love Provence, que j'avais collé pendant notre lune de miel. « Tu es prêt ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu, sans doute vexée que je ne l'ai pas emmenée depuis longtemps. Je décidai de ne rien dire à personne, ni pour faire une surprise, ni par manque de confiance. Simplement parce que, parfois, le bonheur est comme un ballon. Il suffit qu'on souffle du mauvais côté. Et il s'échappe. Je voulais garder le mien encore un peu. Au chaud, à l'abri des courants d'air. Le lendemain, au Romano, j'étais différente. Pas par les vêtements, pas par le visage, mais de l'intérieur. Tony le remarqua aussitôt. « On dirait que tu es amoureuse. C'est qui le chanceux ?» Moi, répondis-je. Il réfléchit, puis dit « Cool. Moi aussi, je suis tombée amoureux de moi un jour. Mais j'ai dû rompre. Je ne supporte pas les gens qui grignonnent dans le lit. » Maria leva les yeux au ciel. « L'écoute pas. Dans sa vie précédente, il était une bouilloire. Chauffe vite, fait beaucoup de bruit. » Je me suis mise à rire. Et j'ai compris, à cet instant précis, que cela faisait longtemps que je n'avais plus ri comme ça. Libre, sans armure. David, lui, ne remarqua rien. « Ta journée ?» demanda-t-il au dîner, sans lever les yeux de son téléphone. « Pas mal. Et au Romano, tout comme d'habitude ?»« Pour l'instant, oui. » Il hocha la tête, glissa dans son monde. Je restai à table. Et pour la première fois, je me suis dit « Peut-être que, pour l'instant, oui, signifie en vérité déjà non. » Cette nuit-là, je me suis couchée tôt. J'ai fermé les yeux et imaginé une nouvelle ville, un nouvel hôtel, une nouvelle rue, un autre air. Peut-être qu'il ne sent pas le vin et le parfum de Marjorie, mais les marrons chauds et le café du matin. Peut-être qu'il existe, quelque part là-bas, une librairie où le vendeur connaît déjà mon prénom. Peut-être qu'à Lyon, il y a une Jeanne, la vraie, puis je me suis endormie, sans rêve, et pour la première fois depuis des mois, sans anxiété. Chapitre 11. Personne ne sait vraiment à quel moment on devient fort. Ce n'est jamais un cri, ni un tournant spectaculaire. C'est simplement le jour où l'on cesse de tomber à voix haute, tout en continuant silencieusement à se relever. « Nous fêterons ça au Romano », annonça Margot d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « C'est logique. Tu y travailles, tout le monde te connaît, c'est chaleureux, modeste, familial. Et puis, ils feront une réduction. Nous avons déjà réservé la table. » Je hochai la tête, non par adhésion, mais parce que je savais que plus je serais silencieuse maintenant, plus ma silence résonnerait ensuite.
Je ne préparais pas cette soirée comme une fête. Je la préparais comme ma première, celle dont j'étais la seule metteuse en scène, sans Margot pour diriger, sans David pour souffler, sans personne pour écrire mes répliques. Rien que moi et ma scène. 2 jours avant, j'avais lavé ma robe bleue, celle qui sentait la poussière des étagères, une pointe de vanille et, surtout, la version ancienne de moi-même. Celle qui écrivait autrefois dans son carnet « Je ne suis pas un format, je suis une playlist d'humeur ». Je l'avais enfilée un soir, juste pour vérifier. Elle tombait toujours parfaitement. Sans ceinture pour cacher, sans pince pour corriger, sans « il faudrait » pour ajuster. Elle était simplement à moi, comme une peau qu'on retrouve après des années d'emprunt. Le matin du dîner, je me levais tôt. Je lavais mes cheveux avec le shampoing qui sentait la menthe et la liberté. Je pris mon petit déjeuner sans téléphone, les yeux tournés vers la fenêtre. Tony m'envoya un message. « Tu vas être Beyoncé ce soir. En mieux, parce que tu ne chantes pas. » Dieu merci. Je ris. Puis Maria ajouta plus tard. « Et n'oublie pas, on t'aime même quand tu casses de la vaisselle. » Dans la cuisine, David essayait d'être normal. Il faisait des crêpes, concentré comme s'il passait un examen. « Tout sera joli ce soir, dit-il. Maman a beaucoup travaillé. Elle a même commandé des papillons. » Des papillons ? Pour la décoration. Un thème. Légèreté, et ya, en vol. Féminité. Bien sûr. Les papillons. Parfait symbole pour quelqu'un qui veut pratiquer une autopsie. Avec élégance. J'arrivais au Romano un peu en avance, passé par la cuisine. « Oh, ce soir tu es un film, dit Maria. »« Lequel ? » ?»« Un film français. Personne ne comprend la fin, mais tout le monde pleure. » Je souris. Ça m'allégea. Dans la salle, les invités arrivaient déjà. La famille de David, Emma dans une blouse plus coûteuse que tout le dîner, la tante de Neuilly avec son foulard Hermès et ce visage qui n'annonce jamais de sourire, seulement des constats. Au centre, Margot, en rose, avec ses boucles d'oreilles platines. Celle qu'elle ne sort qu'aux grandes occasions. Sourire presque bienveillant, presque. Et dans les mains, l'enveloppe rose, avec des papillons. Je la regardais, et je compris qu'elle croyait, ce soir, poser le point final. Mais moi, j'avais déjà écrit la majuscule. Chapitre 12. J'entrais dans la salle. La lumière des guirlandes oscillait au-dessus des tables, se reflétant sur le verre des coupes. On entendait un murmure de voix, quelques rires étouffés, le tintement discret de la vaisselle. Puis, un bref instant, tout sembla se suspendre, comme si la pièce retenait son souffle en même temps que moi. Dans mon petit sac, il y avait l'offre, le contrat, l'adresse à Lyon et un simple feuillet. Une seule phrase, écrite d'une typographie étrangère mais d'une voix familière. « Jeanne, n'oublie pas qui tu es. » Je resserrai les doigts. Mon cœur battait. Non de peur, mais de vie. Margot se tourna. Son regard glissa sur moi comme un faisceau incisif. David se leva, toucha doucement ma main. À côté, Emma, plongée dans son téléphone, comme toujours à côté du présent. Les autres invités, raides, neutres, un verre à la main, attendaient. « Joyeux anniversaire !» dit Margot, d'une voix basse, presque administrative. « Tu es… » murmura David, sans finir sa phrase. Le sourire lui aussi resta en suspens. Je hochai la tête. Je souris. Pas pour eux. Pour moi. Margot tendit le paquet rose, le papier couvert de papillons, les mêmes que ceux qui tapissaient les murs de ma chambre d'enfant. Le ruban le retenait comme le silence retient les larmes. Je pris le cadeau. Dénouai lentement la boucle. Chaque froissement de papier résonnait plus fort que la musique. À l'intérieur, une chemise de documents. Formulaires, lignes, tampons. Le dénouement qu'ils avaient écrit à ma place. « Nous avons pensé que c'était plus juste ainsi, » dit Margot. « Et plus élégant, » ajouta David, déjà prêt à filmer. Je pris le stylo, celui d'Annecy, d'un week-end où l'on riait encore sans calcul. Je signai. Ma main tremblait, non de peur, mais d'adieu. Je remis la chemise à David. Sans un mot. Il la prit comme une relique. Le silence tomba, presque palpable. Quelqu'un posa sa fourchette. Quelqu'un d'autre reposa son verre. Et quelqu'un peut-être compris. J'ouvris lentement mon clutch. Le papier y bruissa, comme s'il craignait d'être entendu. L'enveloppe blanche tomba sur la table comme un défi, une réponse, une libération. « Et voici mon cadeau, » dis-je, « pour moi. » Tous se figèrent. Grand Plaza Hotel, Lyon. Début dans 2 semaines. Logement sur place. Offre signée. Ma voix était calme, même douce. Je ne criais pas. Je ne me justifiais pas.
Merci de m'avoir laissé partir. Margot cligna des yeux, lentement, comme si elle tentait de décoder une langue inconnue. David baissa le regard. Emma, enfin, leva les yeux de son écran. Chapitre 13. Quand on ne te met plus sur le dos les histoires des autres, tu commences enfin à vivre la tienne. Extrait du journal, jour d'anniversaire. Une fraction de seconde après que j'ai prononcé « Merci de m'avoir laissé partir », le monde sembla s'arrêter. Ou du moins, Romano. Même la machine à café se tut, comme si elle avait reçu l'ordre de faire silence. Tony resta figé avec son plateau, pétrifié comme un GPS en plein bug. Quelqu'un toussa au fond de la salle. Emma fit tomber sa fourchette. David demeura immobile, son téléphone encore braqué sur moi. Et Margot perdit son visage. Non qu'il se figeât dans la colère, non, il devint trop lisse, trop correct, cette expression de dignité blessée mêlée d'incompréhension. « Qu'est-ce que... c'est » demanda-t-elle sans regarder les documents. « Ma nouvelle vie » répondis-je. Le silence retomba, lourd comme une couverture sous laquelle on suffoque. Puis une voix s'éleva. « Eh bien, enfin, c'était Seigneur Romano. » Il se leva de derrière le comptoir, lui qui n'en bougeait que pour les grandes occasions. Il retira ses lunettes, et je vis disparaître de son visage, pour la première fois depuis longtemps, cette sévérité habituelle. « Nous perdons le cœur de Romano, » dit-il. « Mais Lyon gagne plus qu'une employée. Lyon gagne une femme. » Alors quelqu'un dans la salle, pas un mien, juste quelqu'un, commença à applaudir. Doucement, lentement, seul. Puis un deuxième, puis un autre encore. L'un des habitués leva son verre. Pierre, l'avocat retraité qui commandait toujours des raviolis le mardi parce que c'est bien plus sensé que la politique. « À Jeanne, dit-il, à la femme qui sait partir avec élégance. » Les toasts fusèrent comme du poivre qui s'échappe d'un moulin fêlé. « À une vraie dame ! À son courage ! À la liberté ! Et que tous les ex aient autant de chance. » Je restais debout au centre de cette lumière, de ces voix, de ces applaudissements. Dans ma robe bleue, les mains vides, et pour la première fois, pleine de moi. Debout, sans rôle, sans costume, sans peur. Jeanne. Pas un titre, pas une fonction, pas l'ombre de quelqu'un. Vivante et intacte. Tony accourut vers moi, essoufflé. C'était comme dans un film. Tu as vu la tête de ta mère du mari ? Ma belle-mère, Tony. Voilà ça, la belle-mère. J'ai cru qu'elle allait exploser, comme un beignet au micro-ondes. Tony, les beignets n'explosent pas. J'ai essayé, pourtant. Nous avons ri. Puis Maria arriva, posa sa main sur mon épaule. Bravo, ma petite brioche. Elle m'appelait ainsi depuis le jour où je lui avais apporté un reste de gâteau en disant que je n'étais pas convaincue de l'avoir réussi. Brioche ? Demanda Pierre, l'avocat. Oui, confirma Maria. À la cannelle et avec du caractère. Je retournai à table. David, face à moi, avait posé son téléphone. Tu savais ? Oui. Depuis longtemps ? Et toi, non ? Il ne répondit pas. C'était sa vérité. Il ne me connaissait pas. Peut-être ne l'avait-il jamais voulu. Margot se leva. Félicitations, Jeanne. C'est inattendu. La voix tenait encore, mais sans victoire. Seulement ce vide particulier du contrôle perdu. Merci, dis-je. Vous avez toujours voulu que je change. C'est fait. Elle ne répondit pas. Pour la première fois depuis le début de notre relation, elle manqua de mots. Le restaurant suivait son cours. Les commandes affluaient, on réclamait du vin, puis l'addition. Romano ne s'arrêta pas. Comme la vie ne s'arrête pas quand, en toi, il y a une révolution. Je me levai, embrassai Maria, serrai Tony contre moi, donnai une poignée de main à Pierre. Maria glissa dans ma main un petit papier roulé. Il y était écrit « Tu as tout fait comme il faut. Et si tu doutes un jour, souviens-toi, une brioche à la cannelle est faite pour être heureuse. » Je sortis dans la rue. Paris vivait indifférent. L'odeur des baguettes, les voitures, une goutte d'on ne sait quoi sur le trottoir, le rire de quelqu'un un peu plus loin. Mais en moi, c'était calme. Un calme doux, profond. Je regardais mon téléphone. Aucun appel. Aucune notification. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela me suffisait. Chapitre 14. La liberté, ce n'est pas un cri, c'est le moment où tu n'as plus besoin de crier. Extrait d'une lettre à moi-même, Lyon, avril 2023. Lyon m'a accueilli avec une brune têtue et un café raté. Je suis sortie de la gare en tirant ma valise comme un petit chien tenu en laisse,
et je suis restée immobile quelques instants, la carte ouverte sur mon téléphone, à me demander où suis-je, qui suis-je, et dois-je aller à droite ou à gauche. Le GPS répétait obstinément « Tournez à droite », comme s'il savait que j'ai l'habitude d'aller à gauche, dans la vie, dans mon caractère et sur le trottoir. Je suis allée à droite, et miracle inattendu, je suis tombée exactement devant le bon immeuble. Premier petit prodige. Les appartements du personnel étaient mieux que prévu, et pire que sur les photos. Tout était blanc, carré, silencieux. Aucune odeur, aucun écho d'ancienne présence. Juste des surfaces lisses et un réfrigérateur où m'attendait un yaourt à la fraise. Sans fraise. J'ai allumé la lumière, posé ma valise, retiré mon manteau et me suis assise au bord du canapé. « Bonjour, Liberté », ai-je pensé. Tu sens un peu l'antiseptique. Le grand Plaza Hotel ressemblait à un décor de cinéma. Bâtiment haut, porte vitrée, portier ganté, et ce parfum d'encaustique aux agrumes qui chatouille le nez jusqu'à te donner envie d'éternuer par respect. J'y suis entrée. Un pas, un deuxième. Puis j'ai avancé jusqu'au comptoir où se trouvait Jessica Martinez, celle dont la voix m'avait autrefois tiré des limbes de mes jours parisiens. « Vous êtes encore mieux que sur la photo de votre CV », dit-elle. « Et vous, plus vivante que dans mon imagination », répondis-je. Elle sourit. Un vrai sourire, pas un sourire de procédure. « Ça va être intéressant, Jeanne. Bienvenue. » Et oui, elle prononça mon prénom non comme un numéro dans un logiciel, mais comme un nom qui compte. Les premiers jours se déroulèrent dans une observation silencieuse. J'apprenais le système, les cartes clients, les boutons du comptoir, la différence subtile entre un VIP et un 50 θ très important ordinaire. Le soir, je rentrais, me faisais un thé au Tim et notais dans mon carnet. Aujourd'hui, un client argentin a demandé un oreiller à la lavande. On en a trouvé un. Il a dit que Lyon avait la bonne odeur. Peut-être que moi aussi, un jour, je sentirai juste. Jessica n'était pas seulement une mentor. Elle était comme un GPS à voix douce. « Tu es la personne la plus empathique que j'ai jamais rencontrée », dit-elle le 3e jour. C'est un compliment ? C'est une responsabilité. Elle le dit sans emphase, simplement. Et cette simplicité contenait plus de vérité que tous les discours motivants du monde. Les voisins de l'immeuble formaient une petite ménagerie humaine. En dessous vivait Madame Arnaud, qui chantait de l'opéra chaque soir comme si sa cuisine donnait sur l'Opéra de Lyon. Sur mon palier, un garçon nommé Elias montait et descendait des vélos en permanence, tout en confondant régulièrement mes chaussures avec ses chaussons, et nous n'avons toujours pas élucidé comment. Au-dessus vivait un enfant persuadé que courir est une façon d'être. Courir et crier. Je ne me suis pas agacée, c'était le bruit de la vie. Après tant de silence, presque une musique. Un mois plus tard, je me suis offert mon premier samedi sans programme. Je suis allée à la boulangerie, j'ai acheté un croissant et un café dans un gobelet en carton, puis je me suis assise sur un banc face au Rhône. La rivière glissait calmement. Des vélos passaient. Quelqu'un lisait son journal, quelqu'un d'autre caressait un chien. J'ai ouvert mon carnet. Aujourd'hui, je ne me presse pas. Aujourd'hui, je suis juste Jeanne. Pas une version, pas un projet, pas une attente. Juste moi. Chapitre 15. 4 mois plus tard, Jessica me demanda de venir dans son bureau. Un poste vient de s'ouvrir. Assistant GSM. GSM, Guest Services Manager, entre le coordinateur et un petit dieu local. Tu crois que j'en serai capable ? Je crois que tu l'es déjà. Tu te contentes juste d'être discrète. J'ai passé l'entretien, sans talon, sans CV, avec mon histoire. On m'a prise. 6 mois après, j'étais déjà Guest Services Manager. Oui, je me trompais encore dans certains rapports. Oui, il m'est arrivé de confondre Monsieur Delécluse avec Monsieur Delacour. Et ils ont tous les deux envoyé une note de remerciement. Il y a longtemps qu'on n'avait pas confondu nos noms avec autant d'élégance. Lyon était devenu non pas nouveau, mais mien. Je savais où trouver les meilleurs croissants. Où le libraire applique une réduction si tu ris à ses blagues. Où marcher longtemps en ayant la sensation rare que la ville ne te demande jamais d'être quelqu'un d'autre. Où l'on peut être soi, tranquillement, sans se justifier. Un soir, j'étais assise dans ma cuisine, dans le même fauteuil blanc, avec ma théière, avec cette odeur de cannelle. Et j'ai compris soudain, le silence était revenu. Pas comme un vide, comme un espace où j'avais enfin ma place. Parfois, il ne faut pas avancer, il faut simplement revenir vers soi. Extrait d'une lettre à la petite fille que j'ai été. Le tribunal ressemblait à une cantine administrative.
trop de lumière, trop de silence, et des visages fatigués qui semblaient interchangeables. Je triturais le bord de ma veste et je pensais, si seulement, à la place des juges, il y avait un chœur antique. Il chanterait « Jeanne, désormais tout sera différent ». Mais à la place du chœur, il y avait un juge aux lunettes glissant de son nez toutes les 3 minutes et un greffier qui cliquetait son stylo comme s'il passait un concours de patience. L'affaire était simple. Le divorce acté. Restait la question du nom. « Souhaitez-vous reprendre votre nom de jeune fille » demanda le juge sans lever les yeux. « Oui, Valois. » Motif ? Je souris. « Parce que je suis Valois. Je l'ai toujours été. Je me suis juste un peu absentée. » Le greffier leva la tête et, pour la première fois de toute l'audience, il sourit. Le juge hocha la tête. Voilà. C'était fait. Comme ça, simplement, je me suis retrouvée, sans feu d'artifice, sans applaudissements, mais avec la sensation familière et chaude d'une peau retrouvée, être à nouveau exactement à ma taille. David n'était pas venu. Il avait envoyé son avocat. Je n'étais ni en colère, ni surprise. Il avait toujours été plus doué pour être absent que pour être présent. Chapitre 16. Je suis sortie dans la rue, et Lyon m'a accueillie avec le printemps. Le soleil glissait entre les toits, des enfants jouaient au ballon devant l'école, et les passants lançaient des « bonjours » comme on dépose de petites preuves que l'on est vivant. J'ai acheté un croissant. Je suis allée au parc. Sur un banc, j'ai écrit dans mon carnet « Je suis de nouveau Valois ». Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que moi, je suis vrai. Une semaine plus tard, j'ai rangé la vidéo de cet anniversaire dans les archives. Non, je ne l'ai pas supprimée. Je l'ai simplement glissée dans un dossier, ancien. J'ai apprivoisé l'appartement. J'ai acheté des rideaux aux fleurs jaunes. J'ai adopté un cactus que j'ai appelé Gustave, en hommage au voisin qui, un jour, m'avait aidé à débloquer une porte et qui m'avait dit « Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui renonce. Souvenez-vous simplement de ce que vous voyez dans le miroir. Ça marche. » Gustave, le cactus ne disait rien, mais surtout, il survivait, ce qui était déjà une prouesse. Dans ma cuisine, j'ai désormais une petite collection de tasses. Une de Paris, une d'Annecy, et une d'une librairie où le vendeur m'avait soufflé. Prenez celle-ci, avec elle, le café est plus sincère. Sur le rebord de la fenêtre, mon carnet. J'y écris encore parfois. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que le calme intérieur donne envie de laisser une trace. Le soir, j'ai écrit une lettre. La première et la dernière, à la petite, celle qui n'est pas née, mais qui reste mienne. Bonjour. Je ne sais pas quel aurait été ton rire, ni si tu aurais été rêveuse ou grave. Je ne sais pas si tu aurais aimé les artichauts ou si tu les aurais évités comme Tino. Mais je sais une chose, tu aurais été toi, et cela aurait suffi. Merci d'avoir existé, même dans la mémoire. Je ne t'oublierai pas, mais je ne vivrai plus dans l'ombre. Jeanne. J'ai replié la feuille, je n'ai pas refermé le carnet. Je l'ai laissé ouvert, à l'air. Parfois, des clients entrent à l'hôtel et me rappellent en celle que j'étais. Ils le regardent dans le sol, murmurant leur « merci », comme s'il fallait s'excuser d'exister. Je souris. Je glisse la carte dans leurs mains. Et je pense « toi aussi, tu y arriveras. Souviens-toi seulement que tu n'es pas une erreur. Tu es une histoire qui continue encore. » Parfois, la vie n'est pas un virage, c'est une continuité, sans explosion, juste un souffle. Dans mon armoire, la robe bleue est suspendue, pas comme un rappel du passé. Comme une preuve, j'ai existé, j'existe encore. Et cela suffit. Et parfois, pour croire à sa propre histoire, il faut entendre celle d'un autre. Si tu es arrivé et jusqu'ici, c'est que notre rencontre n'est pas due au hasard. Peut-être que toi aussi tu as eu une robe bleue ou une enveloppe qui a tout renversé, ou un carnet dans lequel tu hésites encore à écrire « Je ne suis pas une erreur ». Raconte-moi. Une phrase, une parcelle, une ombre ou une lumière. Ce qui t'a brisé, ce qui t'a reconstruit, ce qui t'a ramené à toi. Je crois que ta voix est déjà un chemin, et que ton mot est déjà un pas. Et si tu as un cactus avec un prénom, écris-le aussi. Chez nous, avec Gustave, c'est une tradition.